Bonjour à tous, on se retrouve donc pour la vidéo du Grand 2. Grand 2, oui, l'art peut se passer de maîtrise technique s'il cherche à susciter des émotions ou des réflexions, non pas si le spectateur, mais chez le spectateur, pardon pour cette erreur. Donc vous voyez ce qui se passe là, c'est qu'on va changer de conception de l'art. Dans la première conception, dans le Grand 1 en fait, on était sur la première conception de l'art, c'est-à-dire la conception la plus classique en fait. Qui a dominé jusqu'au milieu du 19e siècle au moins, c'est de dire que l'art doit susciter l'admiration. D'accord ? Soit parce qu'on a une œuvre ultra réaliste, soit parce qu'on a une œuvre ultra belle. Mais le problème de cette conception-là, c'est qu'on se prive d'autres richesses de l'art. Est-ce que l'art, c'est pas aussi là pour faire susciter des émotions ou des réflexions ? D'accord ? Et en fait, là, vous allez voir que si on change de conception de l'art, la maîtrise technique, elle est beaucoup moins importante. On peut même peut-être parfois s'en passer complètement. Alors le premier argument, le voici, c'est qu'il en faut peu pour choquer le spectateur. Il en faut peu, vraiment très peu. Il n'y a pas besoin de beaucoup de maîtrise technique et pour arriver à choquer un spectateur. Je vais vous montrer pour ça plusieurs exemples. Premier exemple, vous êtes peut-être un peu choqué à vous demander mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc c'est une œuvre d'un artiste qui s'appelle Damien Hirst, d'accord ? Et qu'est-ce que c'est ? Que c'est une vache qui est coupée en deux, d'accord ? Une vraie vache, hein, elle est coupée en deux, elle est mise dans ce liquide bleu, c'est-à-dire dans du formol. Le formol, c'est un liquide qui permet de conserver, très bien, une vache, mais aussi d'autres parties d'un corps humain ou animal. Il a coupé la vache en deux. Il a mis dans du formol, il a exposé ça en 1993, vous étiez pas né, mais ça a énormément choqué, d'accord ? On peut se demander, mais c'est de l'art ça, mais incroyable quoi. Alors vous voyez, ça demande quasiment aucune maîtrise technique, en tout cas, un boucher est capable de faire ça, il n'a pas besoin d'être un artiste pour faire ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va choquer ici le spectateur, tout simplement parce que c'est dégoûtant. Hein. Donc vous pouvez même, vous voyez, la fille, en fait, elle peut même aller regarder à l'intérieur, vous pouvez voir les boyaux de la vache. Et voilà, c'est quand même particulier. Hein. Donc ça, c'est une première œuvre qui choque. Deuxième œuvre qui a beaucoup choqué aussi, c'est l'exposition de Jeff Koons, donc qui est un artiste contemporain, qui a fait une exposition, je ne sais pas si vous voyez où c'est au château de Versailles. Et en fait, qu'est-ce que c'est que son œuvre d'art là ? C'est un espèce de ballon géant, rose, pétard. Donc ça demande à nouveau un peu de maîtrise technique, mais pas beaucoup. Ça, moi, je sais le faire, faire des ballons avec... faire des chiens avec des ballons. Alors c'est juste très grand, mais pourquoi pas ? Très peu de maîtrise technique, et ça choque. Pourquoi ici ? À cause du contraste, en fait. À cause du contraste entre cette espèce d'œuvre d'art et le château de Versailles derrière, avec d'ailleurs un vrai tableau derrière, une vraie œuvre d'art derrière. Enfin, on peut se poser la question, on se la posera. Troisième œuvre qui a beaucoup choqué, on remonte beaucoup dans le temps, c'est 1917. C'est une œuvre de Marcel Duchamp. Et alors, il y en a peut-être certains qui reconnaissent ce que c'est et d'autres pas. Les garçons dans la classe, vous allez vite reconnaître ce que c'est. C'est une pissotière, un urinoir, vous voyez, renversé. Normalement, ça c'est le haut, d'accord ? Du coup, il y a une arrivée d'eau par là, et puis là, c'est là qu'on fait pipi. Hein. Donc, c'est un urinoir renversé. Et cette œuvre a fait complètement scandale, donc c'est il y a plus d'un siècle, et vraiment à l'époque, c'est du coup de faire des choses pas comme ça, c'était extrêmement choquant. Parce que, en fait, là, il n'y a aucune maîtrise technique. Hein. C'est pas lui qui a fabriqué l'urinoir, hein, je vous le dis tout de suite. Il a pris un urinoir qui a été fabriqué par quelqu'un d'autre, il l'a renversé, il l'a exposé, il a dit c'est une œuvre d'art. Vous allez me dire, mais madame, il n'y a pas son nom ici, c'est parce qu'il a signé avec un pseudonyme. Donc voilà. Donc à nouveau, là vraiment aucune maîtrise technique et ça choque justement pour cette raison-là, d'accord ? Alors, vous allez noter ces trois exemples. Donc d'abord l'exemple de Damien Hirst, Mother and Child Divided. Donc vous notez entre parenthèses si vous avez peur de ne pas vous souvenir pour le bac que c'est une vache coupée en deux, d'accord ? Et là vous allez noter que ça choque à cause du dégoût. Jeff Koons,
Donc c'est les Balloon Dogs. Donc ça c'est un ballon, un chien en ballon gigantesque au château de Versailles. Et ça choque pourquoi ici? À cause du contraste. Et enfin, vous allez noter la fontaine de Duchamp. Donc la fontaine de Duchamp, vous allez noter que c'est ce qu'on appelle un ready-made. C'est-à-dire que... Enfin, c'est de l'anglais, c'est assez simple à comprendre. It has already been made. Donc c'est pas la personne qui l'a fait, ça a déjà été fait par quelqu'un d'autre. Le truc est tout fait, simplement on l'expose. C'est devenu une œuvre d'art juste parce que Duchamp a été le premier à se dire « Ah bah tiens, je vais l'exposer. » D'accord ? Et donc, ici, ça choque parce que c'est la nouveauté, personne ne l'avait fait, et parce qu'il n'y a vraiment aucune maîtrise technique derrière. D'accord ? Alors du coup, la question qui se pose, c'est pourquoi des œuvres sans maîtrise technique méritent-elles d'être contemplées ? Parce que c'est ça la définition de l'œuvre d'art, normalement. Hein ? Vous vous souvenez, dans l'introduction, une œuvre d'art, c'est une œuvre qui mérite d'être contemplée. Alors pourquoi est-ce que ça mérite d'être contemplé ? Il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est que, en fait, la contemplation, c'est dur à obtenir à notre époque. À notre époque, on est des gens qui courons partout, qui sommes pressés tout le temps. Plus personne s'intéresse vraiment à l'art, plus personne va au musée, etc. Et contempler, ça veut dire quoi ? On l'avait dit dans l'intro, ça veut dire s'arrêter et utiliser pleinement ses sens, soit l'ouïe, soit la vue. Et en fait, quand vous choquez les gens, pendant au moins quelques secondes, ils vont s'arrêter et ils vont contempler votre œuvre d'art pendant au moins quelques secondes. Donc c'est ça la première raison, c'est que par le choc, on arrive à arrêter les gens et à les faire s'intéresser au moins pendant quelques secondes à l'œuvre d'art et à utiliser leurs sens, etc. Vous voyez ? Ça, c'est la première raison. C'est une espèce de solution de facilité, en gros, pour les artistes. Hein. Et puis, il y a une deuxième raison, qui est peut-être une raison plus profonde, c'est que ces artistes, notamment Duchamp, ils veulent sans doute nous dire, mais ralentissez le rythme. Prenez la peine de vous arrêter et de regarder ce qu'il y a autour de vous. Nous, on n'a que le choc pour essayer de vous arrêter, mais est-ce que l'idée derrière, ce serait pas de se dire il faut réapprendre à contempler le monde qui est autour de nous. D'accord ? S'émerveiller des petites choses. Prendre la peine de s'émerveiller de ce qu'il y a autour de nous. Alors je vous avais dit dans l'intro, vous n'avez jamais pris le temps de prendre un stylo dans votre main et de le regarder, de le contempler. Vous n'avez jamais pris le temps, messieurs, de contempler l'urinoir qu'il y a chez vous. Mais est-ce qu'on ne devrait pas faire ça un peu plus, s'arrêter un peu plus et regarder les choses un peu plus ? En tout cas, moi, c'est une explication qui m'aide à comprendre en fait ces œuvres. En se disant en fait c'est juste des invitations à s'arrêter et comme à notre époque on n'a pas d'autre moyen d'atteindre les gens, et les artistes évidemment en viennent à ça. D'accord ? Alors, on va passer maintenant à quelque chose d'un peu plus profond et peut-être plus intéressant. C'est de se dire que si on veut que la personne elle s'arrête pas seulement quelques secondes parce qu'elle est choquée, mais plus longtemps, il va falloir que l'art fasse bien plus que juste choquer le spectateur. Donc c'est pour ça que vous avez le titre du grand B qui s'affiche ici. L'art doit être un langage qui suscite un jeu d'évocation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un jeu d'évocation ? C'est-à-dire que quand on est face à une œuvre d'art, il faut qu'il se passe quelque chose dans notre tête. Il faut que ça nous évoque quelque chose, vous voyez ? Et c'est un peu comme un jeu. C'est à quoi ça me fait penser ? Tiens, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça. Il y a des œuvres qui vous rappellent des souvenirs. On a dit que, voilà, il y a peut-être des œuvres qui vous rappellent votre grand-mère, on avait vu ça dans l'intro, etc. Donc ça, ce sont des évocations. Mais ça peut être aussi un jeu plus, tiens, ça me fait penser à telle réflexion, ça me produit telle autre réflexion. Enfin, vous voyez, c'est un peu ça l'idée, c'est qu'il faut qu'il se passe quelque chose dans votre tête quand vous écoutez une œuvre ou quand vous regardez une œuvre. Et il faut que ça vous évoque quelque chose. Alors ça peut évoquer quoi ? Soit les émotions, d'accord ? Soit les réflexions. Ça, c'est du coup les deux grandes conceptions de l'art qu'on a vues dans l'intro. Hein. Enfin, il y en a trois, c'est les trois en ion, admiration, émotion, réflexion. Donc là, c'est les émotions et les réflexions qui vont beaucoup nous intéresser. Alors, on va prendre d'un côté une œuvre qui suscite une émotion et de l'autre côté une œuvre qui suscite une réflexion.
pour l'œuvre qui suscite des émotions, c'est le cri de Munch dont je vais vous parler. Vous pouvez déjà écrire le titre de l'œuvre. Alors je vous l'affiche et je voudrais que vous vous demandiez quelle est l'émotion que ça doit susciter en vous. Moi clairement, quand je prends le temps de m'arrêter, de regarder, etc., c'est l'angoisse. En fait, cet homme-là, il est tellement angoissé, c'est comme si le monde vacillait autour de lui, d'accord ? Il est en train de hurler. On l'entend pas, c'est un tableau, hein, mais en fait, on l'entend presque quand même, hurler. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà ressenti une telle angoisse. Peut-être certains d'entre vous, vous allez vous reconnaître. Vous avez peut-être déjà vécu des choses difficiles dans votre vie qui font qu'il y a des moments où vous avez eu ce sentiment d'angoisse tellement fort que vous avez envie de hurler toutes vos tripes et que vous avez l'impression que le monde tournoie autour de vous. Et bien, vous voyez, Munch, c'est ça qu'il a voulu représenter. Alors, c'est une œuvre, d'un point de vue technique, elle n'est pas du tout parfaite. Hein. C'est pas du tout réaliste, c'est même pas vraiment beau. Ça n'a rien à voir avec la conception de l'art qu'on avait dans le Grand 1. Mais c'est une œuvre qui est là pour quoi ? Qui est là pour susciter des émotions. Maintenant, deuxième colonne dans le petit tableau, là, des exemples, c'est les œuvres qui suscitent des réflexions. Alors ça, on va parler d'Andy Warhol. Andy Warhol, il fait partie d'un courant artistique qui s'appelle le pop art. D'accord ? Et là, ce qui m'intéresse, c'est le procédé de la sérigraphie. Il a fait beaucoup d'œuvres comme ça, où en fait, il reprend un même élément qu'il recopie plusieurs fois. D'accord ? Donc là, ici, vous avez de la pub pour des canettes de soupe, Campbell's, voilà. Mais vous connaissez peut-être surtout, l'œuvre qui est le plus connue de lui, c'est les sérigraphies sur Marilyn Monroe, qui reproduit. Ce qui est intéressant, c'est qu'à nouveau, ça demande pas beaucoup de maîtrise technique. Ça, je serais capable de le faire, au moins c'est pour ça que c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Pour les canettes de soupe, c'est vraiment pas très compliqué, d'accord ? Vous remarquez que c'est pas toutes exactement les mêmes. Si vous regardez, elles sont pas... Celle-là, elle est à l'oignon, d'accord ? Celle-là, elle est au green pea, donc au petit pois. Enfin bon, c'est pas exactement toutes les mêmes. Et puis, si vous regardez bien, les points là au centre sont de plus en plus foncés. Bon, ok. D'accord, mais au-delà de ça, il y a un peu de travail, mais pas énormément non plus, et en tout cas, tout le monde est capable de faire ça. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Andy Warhol, ce qui l'intéresse, c'est pas la maîtrise technique, c'est pas la conception de l'art fondée sur l'admiration, il n'y a rien à admirer là-dedans. C'est susciter en nous des réflexions. Et moi, ça me fait réfléchir à se dire, mais dans la société de consommation, on reproduit des objets à l'infini. On produit les objets en série. Et quand on produit les objets en série, ils perdent de leur valeur. Vous savez, cette phrase qui est rare et chère. En fait, quand quelque chose est reproduit à l'infini, il perd énormément de valeur. Et du coup, ça dévalue les choses. Et du coup, pour moi, Andy Warhol, c'est une réflexion comme ça sur la société de consommation et sur le fait qu'en produisant en série des milliards de soupes, toutes identiques ou presque, ça a beaucoup moins d'intérêt qu'une soupe produite avec amour par sa grand-mère qui a épluché les légumes, ou par votre mère. Ça n'a pas la même valeur. Et là, en fait, le fait que ce tableau semble avoir aucune valeur est la preuve de ce qu'Andy Warhol raconte. C'est que des objets comme ça, reproduits à l'infini, justement, ça n'a pas de valeur. Et du coup, c'est là pour nous faire réfléchir. D'accord ? C'est pour ça que vous devez noter que dans le petit tableau là, pour les émotions, vous allez noter le cri de Munch, vous allez noter en dessous que c'est une œuvre qui ne cherche pas à susciter l'admiration, d'accord ? Parce qu'elle demande peu de maîtrise technique, elle n'est pas fidèle à la réalité, elle n'est pas belle, mais elle est là pour susciter des émotions, l'angoisse, pour qu'il y ait des gens qui puissent se reconnaître et se dire « Ah oui, en fait, cette émotion-là, je ne suis pas la seule personne à l'avoir ressenti cette angoisse-là. Il y a d'autres gens qui ont ressenti cette angoisse-là. » Dans la colonne réflexion, maintenant, vous allez bien sûr noter le titre de l'œuvre, donc d'Andy Warhol, les Campbell's Soup Can. Alors cette œuvre-là, à nouveau, elle demande aucune maîtrise technique. Elle ne cherche pas à susciter l'admiration, mais elle est là pour nous faire réfléchir à la société de consommation et nous faire réfléchir au fait que des objets qui sont produits en série perdent de leur valeur. Alors qu'un objet qui est unique et qui est fait de façon artisanale,
avec amour, presque, et ben lui a bien plus de valeur. Vous voyez ? Donc normalement, vous commencez à sentir que quand on cherche à susciter des émotions et des réflexions, la maîtrise technique, c'est plus la question. C'est plus du tout la question, en fait. On peut se passer de maîtrise technique. C'est ce qu'on va essayer de noter là. Alors, la première question qu'on va se poser dans l'explication, c'est pourquoi est-ce que l'art doit susciter un jeu d'évocation ? Je l'ai déjà un peu dit. C'est que, en fait, si on se contente de choquer le spectateur, il va rester pendant 2 minutes face à l'œuvre, mais pas plus. Il faut qu'il y ait comme un jeu d'évocation qui se crée chez le spectateur pour qu'il reste devant l'œuvre. Il faut que l'œuvre lui évoque quelque chose. Que ça lui évoque un souvenir, un moment où il a été angoissé, que ça lui évoque des réflexions. Mais il faut que ça suscite quelque chose pour que l'œuvre ait du sens pour le spectateur. D'accord ? Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a une deuxième chose à expliquer ici. C'est pourquoi est-ce que l'art peut se désintéresser en partie de la forme ? Parce que c'est ça ce qui se passe là. C'est que comme on cherche à susciter des émotions et des réflexions, la forme devient un peu moins importante. Alors elle est importante, hein, si vous mettez si vous dessinez un arbre et vous voulez susciter de l'angoisse, bon ça va pas le faire. Hein. Mais la forme est importante, mais elle est moins importante. Pourquoi est-ce qu'on peut se désintéresser en partie de la forme ? Pourquoi est-ce qu'on peut se désintéresser en partie de la maîtrise technique en tout cas ? C'est parce que, en fait, on s'intéresse plutôt au fond. Donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'à partir du moment où l'enjeu c'est le fond, c'est-à-dire les émotions ou les réflexions, et ben la forme, elle est plus un but en elle-même. La forme n'a pas besoin d'être parfaite. La forme, elle doit juste être suffisante pour évoquer une émotion ou une réflexion. Vous avez réussi à noter ça ? Donc la forme, elle est plus un but en elle-même, elle doit juste être suffisante pour évoquer des émotions ou des réflexions. Alors, ce qui est important là, on va essayer de reformuler ça de façon un peu plus complexe, et ça va être un bonus bac. Bravo si vous comprenez, si vous ne comprenez pas, vous n'hésitez pas à me poser des questions sur l'ENT. Pour comprendre ce bonus bac, il faut que vous compreniez en fait le fonctionnement d'un langage. Qu'est-ce que c'est qu'un langage ? Alors, un langage, c'est des signifiants qui renvoient à des signifiés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le signifiant, c'est par exemple le mot arbre. Quand il est écrit sur une feuille, c'est des lettres, hein, c'est un tracé, c'est une forme, en fait, si on y réfléchit bien. C'est une forme sur une feuille. Okay. Mais ce qui se passe, et ce qui est génial avec un langage, c'est que quand vous voyez écrit ce truc-là, quand vous voyez ces formes-là sur un bout de papier, dans votre tête, ça vous évoque un arbre. Donc le signifié, il est dans votre tête. Là, le signifiant, il est sur le papier. D'accord ? Le signifiant, là j'ai pris un signifiant écrit, mais ça fonctionne aussi avec un son. D'accord ? Le signifiant, ça peut être soit écrit, soit un son. Le signifié, par contre, il est toujours dans votre tête. C'est ce que ça vous évoque dans votre tête, en fait. Quand je vous dis le mot arbre, ça c'est le signifiant, mais sonore, vous voyez un arbre dans votre tête. D'accord ? C'est ça le fonctionnement d'un langage, en fait. C'est que les signifiants renvoient à des signifiés. Est-ce que vous êtes d'accord que, dans un langage, en fait, le signifiant, il n'a pas besoin d'être joli. On s'en fiche qu'il soit beau, qu'on l'admire, etc. Mais c'est pas beau cette écriture-là, vous voyez. Le mot arbre, il n'est pas spécialement beau quand je le dis de façon sonore. Le signifiant n'a pas d'importance. La seule importance du signifiant, c'est qu'il doit évoquer chez l'auditeur un signifié. C'est le seul truc qui est important. Et est-ce que du coup vous voyez le parallèle avec ce qu'on vient de dire sur la forme et le fond ? Parce que là on a dit pareil, la forme, elle n'est pas importante en elle-même. Ce qui compte, c'est qu'elle renvoie au fond. Ouais. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est à recopier ce petit schéma, mais ensuite je vais vous dicter du coup le petit bonus bac. Donc le petit bonus bac, c'est de dire que lorsque l'art se désintéresse en partie de la forme, il fonctionne comme un langage. En effet, dans un langage,
Le signifiant n'a pas besoin d'être beau, il doit simplement renvoyer à un signifié. Le signifiant n'a pas besoin d'être travaillé. Ce qui compte, c'est qu'il évoque quelque chose dans l'esprit de celui qui lit ou qui écoute. De la même façon, dans l'art, si on considère que l'art doit être un langage, eh ben, on va pouvoir se désintéresser en partie de la forme. La forme n'a pas besoin d'être jolie, elle n'a pas besoin d'être travaillée en elle-même. Ce qui compte, c'est qu'elle soit une forme de signifiant qui renvoie à un signifié. Ok ? C'est un bonus bac un peu long, mais j'espère que vous avez compris l'idée, d'accord ? Si vous n'avez pas compris, c'est pas forcément grave, c'est vraiment du bonus, si vous avez compris ça. Mais voilà, il se trouve que ça peut être un sujet que vous pouvez avoir au bac. L'art est-il un langage ? Et bah ça vous donne des éléments pour répondre. C'est-à-dire que oui, il y a certains artistes qui vont considérer que c'est un langage, mais ça vous donne aussi des éléments pour dire que c'est peut-être un peu dommage, parce que quand l'art devient un langage, ben, on s'intéresse plus trop à la forme en fait. D'accord ? Donc voilà, vous pouvez noter ça en remarque si vous voulez, c'est que quand l'art devient un langage, est-ce que c'est pas un peu dommage aussi ? Voilà. Donc ceci termine notre grand 2. Je vous retrouve dans la vidéo suivante pour la 3e et dernière partie de ce chapitre.